c'est la dernière table ronde qui va vous être offerte. Comme je vous le disais tout à l'heure, Camille l'a commencé parce que chacune des femmes qui vont s'exprimer devant vous, là, tout de suite, ont leur histoire, avec tout le poids que ça sous-entend, mais aussi toute la force que ça leur a donnée pour se relever. Cette table ronde, elle va être animée par une femme incroyable aussi. Moi, depuis 5 semaines, je ne rencontre que des femmes et des hommes incroyables qui nous ont permis d'être réunis aujourd'hui. Et j'ai une immense gratitude pour Madame Delphine Joine qui va vous prendre la parole, pardon, je suis pleine d'émotions là, qui va prendre la parole pour animer cette dernière table ronde avec des femmes juste incroyables et des histoires incroyables. Juste après ça, un peu de musique et on va se restaurer et se faire plaisir parce que d'émotions, Dieu, que d'émotions cet après-midi. Merci beaucoup. La parole est à toi. Merci Elisabeth. Bon, on va tous respirer. Voilà, on vient de passer un moment très fort avec Camille. Merci. Merci pour votre courage, Camille. Et on va découvrir 4 femmes exceptionnelles. Merci encore, Elisabeth, pour votre confiance. Ce n'est pas une table ronde qu'on accepte comme ça simplement, parce qu'on se rend compte de l'engagement qu'il peut y avoir derrière. Ces 4 parcours de femmes qu'elles vont présenter. Donc c'est une table ronde, vous voyez, j'ai rien. J'ai pas de papier, j'ai pas de notes. C'est une table ronde qu'on va essayer de faire avec le cœur. Tout à l'heure, on s'est secoué le corps, et là, on va secouer le cœur. Et donc, je vais appeler Elisabeth Chungi à monter sur scène, voilà. Directrice exécutive de la RSE chez Orange et fondatrice de la Fondation Orange. Si j'ai fait une erreur, il faudra rectifier. Présidente, excusez-moi. Voilà, on va appeler Jingo, s'il vous plaît, qui est fondatrice de Connexio. Je vais appeler Karine Azoulay, voilà, qui s'appelle Karine Azoulay, mais aussi Carpop, qui a une autre identité, et elle va nous parler de cette identité. Et la 4e personne, alors il s'agit, je lui ferai un petit signe quand ça sera le moment, il s'agit de Valérie Bacot. Alors Valérie Bacot, elle m'a demandé de raconter son histoire, parce qu'elle-même ne met pas des mots sur son histoire. Valérie Bacot, c'est l'histoire d'une enfant de 11 ans qui a été battue. C'est l'histoire d'une femme battue, violée, qui a dû se prostituer avec l'homme qui a été son beau-père, et puis son mari, mais aussi le père de ses 4 enfants. Valérie Bacot, vous avez peut-être entendu parler d'elle dans les médias. En 2016, le 23 mars 2016, elle met fin à son calvaire en tuant son bourreau. En 2021, elle est jugée au tribunal de Saône-et-Loire. Elle est jugée et pardon, je vais avoir du mal quand même. Elle a 1 an de peine, elle reçoit 1 an de peine et 3 ans de sursis. Donc là où elle devait faire 4 ans, elle avait déjà fait 1 an de préventif, donc elle ressort du tribunal libre. Donc Valérie va venir nous raconter, nous témoigner son histoire, et je dois lui faire un peu signe parce qu'elle est dans sa bulle et elle va nous rejoindre. Valérie. Voilà, on va l'encourager, Valérie. Ça va? On y va? Je te laisse t'asseoir. Voilà, donc on a 4 femmes exceptionnelles et on va les encourager, on va les porter.
Ça va être une très belle table ronde. Elisabeth Chungui, je vais vous laisser la parole en premier. Alors voilà, moi je ne vais pas vous raconter, je préfère que vous racontiez votre histoire et que vous nous expliquiez ce que vous en avez retiré de cette épreuve que vous a soumis la vie. Bon, on va respirer un grand coup, beaucoup d'émotions. Écoutez, je pourrais résumer mon histoire de résilience, puisqu'il s'agit d'une table ronde sur la résilience, je pourrais la résumer en une phrase. Comment passer en un an d'un coma à un COMEX? Résumé des épisodes précédents, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vous expliquer. Dans ma vie professionnelle d'avant, j'étais journaliste, j'étais présentatrice de télévision, écrivaine aussi, je voyageais beaucoup en Afrique et en 2019, je rentre d'un déplacement en Afrique et je suis foudroyée par un neuropaludisme. Donc 3 jours de coma, pronostic vital engagé. J'en réchappe miraculeusement. 1 mois d'hôpital, 2 mois de convalescence. Donc je suis née une deuxième fois le 20 mai 2019. Une chance immense. Donc je ressors de là sans job, puisqu'on ne peut pas présenter d'émission depuis un lit d'hôpital. Donc une sorte de vide. Une sorte de vide, donc je tombe. Et là, ce n'est pas un lien qui va se tisser, c'est une chaîne qui va se mettre en place. Ça commence par une conviction que la vie m'a donné une deuxième chance et que cette deuxième partie de ma vie, cette nouvelle vie, je vais la mettre au service des autres. Donc je veux un job utile. C'est tout ce que je sais. Sinon, un vide qui me sent, voilà, un vide et une peur. Mais voilà, une chaîne va se mettre en place. Ça commence par le président d'une association dont j'étais administratrice. Je fais part de mes envies de reconversion. Je fais part de là où j'en suis, en toute sincérité. Il me dit, je vais te mettre en contact avec un coach, c'est bien, il va t'accompagner. Mais bon, d'habitude, c'est le client qui choisit son coach. Mais là, c'est l'inverse, c'est le coach qui choisit. Donc, te vexe pas s'il te dit non. Il est dans la salle. Il m'a dit oui, j'ai eu cette chance-là. Et donc, je raconte mon parcours et notamment un grand combat que j'ai mené, mon combat le plus personnel sans doute, pour mon fils aîné, Alexandre, qui a 14 ans aujourd'hui, qui est autiste, qu'un pédopsychiatre voulait enfermer dans un hôpital de jour à 4 ans et demi, en m'expliquant que mon fils ne saurait jamais lire, écrire, et bref, qu'il fallait le mettre de côté. Aujourd'hui, Alexandre est en 3e, il va passer son brevet, il est dans une école classique, en milieu inclusif, avec la prise en charge adaptée, un accompagnement, mais voilà, il est avec nous. Donc, je lui raconte ce qui m'a plu. Merci pour lui. Donc je lui raconte ce qui est ma plus belle victoire, et là il me dit, mais écoutez, ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire par la suite comme job, demandez-vous ce que vous voulez faire, parce que cette force que vous avez déployée pour votre fils, cette force, vous pouvez la déployer où vous voulez. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est orienté vers plutôt une grande entreprise. Je vous tournais vers l'Afrique parce que je suis profondément biculturelle, avec des valeurs, quelque chose de l'ordre de l'engagement sociétal, donc la RSE, les fondations. Et à ce moment-là, par un autre ami, j'apprends qu'un poste se libère au comité exécutif d'Orange. Donc ma prédécesseuse part à la retraite. Bon, une fois que j'apprends ça, je me dis comment je vais faire. Et là, encore une fois, la chaîne continue. Je recroise la chaîne, la chance. Je croise une amie de promo de l'école de journalisme, ce que j'avais perdu de vue. Je lui raconte mon parcours. Elle me dit, on a tous des accidents de la vie. Voilà, je vais t'aider. Tiens, tu vas aller voir quelqu'un qui m'a aidé à l'époque où moi-même j'ai eu un accident de la vie, cancer du sein, etc. Donc elle me met en relation avec une femme puissante, une femme très influente dans les milieux politiques et économiques que je ne connais
ni d'Ève ni d'Adam, donc je vais la voir en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter. Donc j'y arrive juste avec mon authenticité, ma sincérité, ma fragilité encore, parce que tout ça, c'était, je sortais à peine de l'hôpital. Et donc je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien diriger la RSE, la diversité et la Fondation Orange. Et je pensais qu'elle allait me rironner en me disant pas possible, vous connaissez rien au telco, vous n'avez jamais dirigé d'entreprise à ce niveau. Et là, elle me répond, écoutez, c'est une très bonne idée. Donc oui, on va voir ce qu'on peut faire, mais de toute façon, cette femme qui a une image de dame de fer, elle termine l'entretien en disant, je vais vous aider, c'est une question de solidarité féminine. Et quelques jours plus tard, voilà, c'est une question de solidarité féminine. La force de la sororité. Et quelques jours plus tard, elle m'appelle, elle me dit « Ah, Elisabeth, ça tombe très bien, j'étais dans l'avion avec Stéphane Richard, le patron d'Orange à l'époque. Je lui ai parlé de votre profil. Il l'intéresse beaucoup, votre profil l'intéresse beaucoup. Allez le rencontrer. » Et c'est comme ça qu'en 1 an, je suis passée d'un coma à un COMEX. Et le message, c'est que la résilience, c'est d'abord aller chercher, comme disait Fabienne tout à l'heure, la force qu'on a toutes et tous en nous. Et si nous-mêmes, on n'arrive pas à aller la chercher, c'est là la puissance du lien, c'est les autres qui vont vous aider à aller la chercher. Et dans cette chaîne, je ne voudrais pas oublier quelqu'un qui a été déterminante aussi dans ce parcours, qui est aussi dans cette salle et qui se reconnaîtra. Merci. Merci Elisabeth. On va passer la parole à Jean. Alors Jean qui a aussi son histoire, voilà, on va passer le micro. Jean qui a aussi son histoire avec des parents venus de l'étranger, qui a dû aussi lutter contre finalement une forme de déterminisme et qui a décidé finalement de mettre son expérience au service des autres en créant aussi sa propre structure de connexion. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici et super inspirée par toutes les histoires, en fait, tous les échanges qui étaient déjà passés et qui vont arriver aussi plus tard dans la soirée. Ça me donne aussi un peu plus de courage parce que, en fait, tout au début, en fait, de mon histoire, je voulais pas trop parler de cette histoire très personnelle parce que j'avais peur que je serais jugée. En fait, il y a des gens, en fait, qui vont dire des choses sur mon histoire, mais au final, en fait, sur le parcours de création de Connexio, je me suis rendu compte que c'était important que les personnes comprennent fondamentalement pourquoi j'avais en fait décidé de créer en fait cette structure et tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc parler un peu de mon histoire, je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis et je pense que pour moi j'avais vécu en fait les obstacles et les challenges que mes parents en fait ont dû faire face. Par exemple ma mère quand elle est arrivée aux États-Unis, elle en fait lisait pas l'anglais, elle n'avait pas de réseau, elle n'avait pas forcément les compétences et elle avait peur par exemple de décrocher le téléphone parce qu'elle comprenait pas de ce qui était dit de l'autre côté. Et donc pour moi je trouve que de plus en plus on est dans un monde vraiment globalisé aujourd'hui et je pense tout le monde, je pense que je trouve en fait dans mon voyage le travail que Connexio fait même en Afrique aujourd'hui ou par exemple en Jordanie, il y a quand même cet esprit, cet sentiment très universel qui est de appartenance. N'importe où on veut être, par exemple on travaille beaucoup avec les personnes réfugiées dans les camps, on a vraiment cette envie de faire partir de quelque part et d'être en fait dans un environnement qui nous accueille. Et donc je pense pour moi c'était un peu ces sentiments personnels que j'ai pas peut-être forcément en fait vu à travers mes parents et c'était en fait donc plusieurs années plus tard, quand je suis venue en fait en France, plutôt en fait dans un cadre de devenir chercheuse, j'ai travaillé 2 ans sur le terrain en faisant en fait des projets en fait sur le terrain pour comprendre en fait et faire des analyses sur les programmes sociaux, les politiques de santé, pour voir en fait comment on avait pris en fait en charge les soins pour les personnes vraiment les plus vulnérables. Et c'était en fait en allant sur le terrain que j'ai découvert qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup en fait des beaux dispositifs qui existent. Il y a quand même encore beaucoup de freins, beaucoup en fait des obstacles pour aider des personnes qui sont les plus vulnérables. Et pour moi, en fait, c'était aussi quelque chose qui était fortement en lien avec le numérique aujourd'hui.
n'importe où on va aller, en fait, aujourd'hui, le numérique a une place assez importante dans la vie quotidien et la vie professionnelle. Je sais que Anis en fait dit aujourd'hui aussi, il y a des enjeux aussi un peu négatifs. Il faut aussi faire attention aux dangers numériques. Pour les personnes avec qui on travaille aussi, il y a ces enjeux de fracture numérique qui sont vraiment très présentes dans l'écosystème. Imaginez pour les personnes en fait qui doivent aller chercher l'emploi, aller faire leur démarche administrative, mais ils n'ont pas les bonnes compétences, une bonne maîtrise des connaissances pour faire toutes ces démarches. C'est un frein énorme pour aller vers le marché d'emploi, pour vraiment en fait aller vers l'insertion socio-professionnelle. Et donc c'était un peu dans ça en fait mes projets de recherche, mon travail sur le terrain pendant 2 ans, mais aussi en fait ce parcours très personnel parce que en fait quand j'étais plus jeune, grâce en fait à des professeurs, ma mère aussi qui était mon rôle modèle, j'ai osé en fait postuler pour des universités, osé en fait aller en fait plus loin. Mais si j'avais pas eu ces personnes qui m'ont encouragée, je ne serais pas ici aujourd'hui pour parler de mon histoire. Et je trouve aujourd'hui, en fait, je dis toujours cette expression en anglais, qui est talent is equally distributed, but opportunity is not. Le fait que vraiment partout où on va dans le monde, il y a des talents. Mais ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que ces talents n'ont pas le même niveau, en fait, accès à des opportunités. Et comment, en fait, on va faire des choses pour briser ça, pour assurer que les personnes qui méritent ces opportunités peuvent être plus connectées et, en fait, ils méritent leur chance de réussir dans ce monde. Et je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, je fais des combats tous les jours, qu'il s'agit de numérique, qu'il s'agit d'insertion socio-professionnelle. En France, au Kenya, au Malawi, en Jordanie, où on travaille aujourd'hui. Et je vais continuer à faire ça dans les années à venir parce que je crois fortement qu'on peut vraiment aller plus loin ensemble. Merci Jean. Karine. Alors avec Karine, on a pas mal parlé parce que Karine était un peu stressée d'être sur scène ce soir. Donc je lui ai dit c'est pas grave, tu fais abstraction, il n'y a pas 600 personnes dans la salle, on est dans mon salon, on prend le thé entre amis, donc il n'y a aucun stress. Donc Karine, aujourd'hui, c'est Carpop. Et ce qui est hyper intéressant, Elisabeth en parlait tout à l'heure, on en a parlé Karine et on en a parlé aussi avec Valérie, c'est cette notion de renaissance et de deuxième naissance. Et finalement, quand on en a discuté, Karine, tu me disais, moi j'ai eu 4 naissances. Donc je vais te laisser te raconter, expliquer ton parcours et comment tu as transformé finalement une épreuve de la vie en quelque chose de plus fort. Alors d'abord, on m'entend ? D'abord, la puissance du lien, moi c'est la puissance de l'amour. Voilà. La puissance de l'amour. J'ai eu 4 naissances en effet. Je suis née en 1971, le 13 août 1971. Ça c'est ma première naissance. J'ai certainement été très, très heureuse. Mes parents ont dû beaucoup m'aimer, mais ça, je ne m'en rappelle pas. Parce que le 27 novembre 1976, j'ai eu un AVC. Donc, je suis rescapée d'un AVC. Et en me réveillant, je n'arrivais plus à parler, ni à manger, ni à rien faire, ni je me souvenais de rien. Donc, les médecins étaient plutôt pessimistes et c'était les prémices de la rééducation. Donc mes parents n'ont pas pu entendre le verdict qui était terrible, que je ne pourrais pas grandir normalement, que je serais en chaise roulante, c'était terrible. Donc ils ont décidé de me faire beaucoup de rééducation. Donc j'ai fait énormément de rééducation, énormément de sport. Alors moi je dis que je suis sportive de haut niveau qui n'est pas de niveau, mais voilà, je faisais de la natation, du vélo, tous les week-ends, 1 heure de natation, 1 heure de vélo, plus la rééducation le soir en sortant de l'école. Et justement, j'allais à l'école, normale, du CP, donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai été à l'école jusqu'en terminale. Et là, en CP, jusqu'en terminale, Pénac aurait dit chagrin d'école. Moi, c'était incompréhensible. C'était des hiéroglyphes.
Voilà, donc je me suis énormément... Puis j'étais pas bien dans ma peau, je me sentais très très différente des autres, donc j'ai pas eu trop de copains à l'école. Et je me suis créé un monde imaginaire, en fait, pour pouvoir vivre et pour pouvoir résister à cet ennui, parce que c'est assez long une journée, c'est assez long une année, et c'est assez long du CP à la terminale. Donc j'ai évolué comme ça. Ensuite, j'ai eu la chance de faire des rencontres magnifiques, de connaître mon mari assez tôt. Donc je me suis mariée assez tôt. J'ai eu 3 merveilleux enfants. Et c'est ma 3e naissance. Donc quand je me suis mariée, c'est ma 3e naissance. Et ensuite, j'étais heureuse, j'étais bien, j'avais mes amis, j'avais mon mari, j'avais mes enfants, j'avais mes parents, tout allait bien, mais il y avait toujours quelque chose qui allait pas trop. Je me sentais vide, je me sentais pas bien, et j'avais besoin de parler. Donc j'ai été faire une analyse. Je suis allée chez une analyste extraordinaire, et on a commencé un travail ensemble assez long, de déconstruction et de reconstruction. Et puis là, il y a Carpop qui est apparu. Donc, Carpop, c'est ma reconstruction. Je suis artiste plasticienne, un peu par hasard, et puis pas tant que ça, parce que tous les matériaux que j'utilise actuellement dans mes tableaux, je les utilisais quand j'étais petite avec mes rééducatrices. Donc c'est un lien qui se fait avec ma première, 2e vie, et puis maintenant, j'en vis. Je suis très heureuse, et mes parents, mes enfants et mon mari, avant c'était mes parents, maintenant c'est les parents de Carpop. Voilà, c'est le mari de Carpop et c'est les enfants de Carpop. Voilà. Et je me sens entière depuis 11 ans et demi, donc que j'ai commencé à cette aventure. Merci. Et je signale que les tableaux qui sont en sous-sol, là où il y a eu la petite pause, il y aura le vert, sont les tableaux de Karine. Oui, et voilà. J'ai fait une exposition le 11 avril, voilà, si vous voulez venir. Voilà. Merci Karine. On va passer le micro à Valérie. Donc déjà Valérie, j'avais la première question, on en a parlé un peu tout à l'heure. Comment vous allez aujourd'hui ? En tout cas, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Je vais très bien. Depuis, on va dire depuis à peu près 1 an, ça va beaucoup mieux. J'oublie rien. Je vis avec, même si ma façon de penser n'a pas changé. Mais on peut dire que oui, une nouvelle vie a commencé pour moi il y a 1 an. Et vous me disiez tout à l'heure que finalement, le lieu dans lequel vous vous étiez senti en sécurité, c'était la période où vous étiez en prison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sentiment aussi de sécurité ? Et est-ce que vous avez rencontré aussi des personnes qui vous ont accompagné sur ce chemin et vous permettre aujourd'hui d'aller bien ? C'est vrai que ma libération, ça a vraiment été la garde à vue. C'était pour moi la première fois de toute ma vie que je parlais. Et ça m'a fait un bien fou de tout vider, tout ce que j'avais en moi, quoi. Et c'est vrai que la prison, je l'ai prise vraiment comme une sécurité. Je considérais vraiment les surveillantes, les chefs du quartier femmes, je les considère toujours vraiment comme ma première famille. C'est les seules personnes qui m'ont appris à savoir ce que c'est la vraie vie, parce que moi je croyais que ma vie à moi c'était la vraie vie.
Et c'est vrai que c'est elles qui m'ont aidée à comprendre énormément de choses. Et c'est vrai que je les remercie énormément pour ça. Et je me sentais en sécurité parce que je me sentais protégée. J'étais qu'avec des femmes. Elles m'ont pris sous leur aile pour m'expliquer la réalité des choses parce que j'avais toujours rien compris. J'avais même pas compris ce qui s'est passé tout au long de ma vie et de ce que moi j'ai fait. Donc c'est vrai que ça m'a énormément aidée et que j'avais vraiment peur de sortir. Je préférais rester en prison que de sortir parce qu'à l'extérieur, pour moi, ça voulait dire que c'était l'horreur, quoi. Donc c'est vrai que ça a été les premières personnes qui m'ont réellement aidée. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment ma famille. D'accord, et vous êtes toujours en contact J'ai pas le droit. Ah, Donc, vous n'avez pas le droit, d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'être en contact avec les surveillantes, choses comme ça. Mais j'espère intérieurement qu'elles me suivent et tout ça et qu'elles entendent, parce que je les remercie énormément. Les chefs, que ce soit les chefs ou les surveillantes, je les remercie énormément parce qu'elles ont fait beaucoup. Elles m'ont donné comme disait la dame, elles m'ont donné un espoir de vivre un petit peu comme tout le monde. Et vous me disiez tout à l'heure que malgré le verdict, vous vous sentiez toujours coupable et que vous aviez énormément de mal à accepter ce verdict. Je me sens coupable parce que je m'en veux de tout ce que j'ai vécu, je m'en veux de ce que j'ai fait. Je veux dire, même si la plupart des gens me disent que je suis une victime, pour moi, je ne suis pas une victime. C'est moi qui ai fait quelque chose d'horrible et pour moi, je dois payer. Pour moi, c'est moi la méchante. Et j'en veux à beaucoup de monde et à la justice parce que je me dis qu'en fait, ils ne m'ont pas protégée quand j'étais petite parce qu'ils m'ont laissée avec ma génitrice. Donc c'est vrai que de fil en aiguille, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue, mais je regrette rien de ma vie parce que sinon ça veut dire que je regrette mes enfants et c'est les seules choses qui me font avancer. Donc je peux pas regretter, je regrette rien là-dessus. Et il y a une autre part de moi qui fait que c'est à cause de moi. Et pour moi, la justice, elle aurait dû me mettre en prison pour toute ma vie. Parce que je mérite la prison à vie. Parce que j'ai fait quelque chose d'horrible et que je peux pas oublier. Et ça va me hanter toujours. Même si j'avance et tout ça, et que je suis contente d'être dehors, hein, mais ma place n'est pas ici. Ma place, je devrais être punie. Après, on discutait aussi un peu plus longuement. Vous avez créé une association aussi. Est-ce que ça fait partie aussi de votre cheminement de reconstruction pour pouvoir justement accompagner les jeunes filles en mettant en place des conférences pour leur expliquer, les alerter. Et vous êtes d'ailleurs en recherche de partenaires. Donc je fais passer le message parce que je pense que c'est quand même un combat qui est essentiel. Donc si on peut aider Valérie, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que vous faites dans votre association ? Comment vous mettez en place ce type d'accompagnement et voilà, comment vous... Alors, c'est vrai que l'association, c'est vraiment venu... au départ, j'avais beaucoup de personnes qui voulaient m'aider et je les remercie énormément, mais pour moi, ça n'allait rien changer. Donc j'ai dit, si vous voulez faire quelque chose, c'est pas pour moi, mais c'est pour les autres personnes. Et c'est vrai que c'est le but. Le but de l'association, c'est vraiment d'aller voir les jeunes pour les aider justement à comprendre, parce que même moi je ne comprenais pas ce qui est le bien et le mal, je ne comprenais pas ce qui était les menaces, les violences, que ce soit physiques, verbales, le harcèlement ou toutes ces choses-là, et la maltraitance, je croyais que je méritais ça justement. Et je sais ce que j'aurais aimé avoir pour pas m'en sortir, mais peut-être pour arriver à parler, parce que c'est vrai qu'on s'enferme dans un monde, il n'y a pas d'autre monde que nous-mêmes, en fait. Vous êtes en C'est une survie, en fait, c'est une survie.
Et je me dis que si je peux toucher les plus jeunes pour les aider eux-mêmes à comprendre, parce qu'à l'école ou même choses comme ça, il y a de la violence de partout, même dans les entreprises, partout. Donc c'est vrai que mon but, c'est vraiment aider les autres, pour moi-même me reconstruire, parce que j'ai besoin de savoir que j'ai fait du mal, j'ai besoin de savoir que je suis capable de faire du bien et peut-être de sauver des personnes, parce que je souhaite à personne d'avoir cette vie-là. Et du coup, d'aller voir les adolescents, choses comme ça, on a remarqué que ça pouvait faire parler, soulager. Donc c'est vrai qu'on n'est que 3, ma victimologue, mon porte-parole, moi, donc c'est vrai qu'on n'est pas énormément. Et c'est vrai que, voilà, avoir de l'aide, c'est toujours ça. Et je me dis que si on peut sauver quelqu'un, c'est peut-être faire changer aussi la mentalité pour le futur. Je dis toujours aux enfants, vous allez élever vos enfants d'une autre manière, vos enfants vont élever d'une autre manière. Et si on peut faire bouger les choses pour qu'il n'y ait pas de misère, qu'il n'y ait pas de violence, de toutes ces choses-là, c'est ma priorité, quoi. Pas faire changer le monde, parce que c'est pas possible, mais si on peut aider les gens qui sont dans cet enclos. Merci Valérie. On me fait signe que c'est terminé. Alors que je voulais qu'on parle un petit peu de la Fondation Orange et d'une association que Karine aussi soutient, mais je pense qu'à la limite, vous en parlerez avec les personnes qui sont intéressées pendant le cocktail. Voilà, c'est vrai qu'on aurait tous aimé continuer, mais le timing est serré. Voilà. Merci 1000 fois. Merci pour cette table ronde. Merci de vous être livrés. Merci beaucoup. Merci à toutes. Je pense qu'on peut les applaudir très très fort parce que c'est un exercice qui n'était pas évident.